Mon ex-petite amie m'a envoyé une vidéo d'elle en train de me tromper pour fêter notre anniversaire, puis m'a dit « Ce que tu ressens en ce moment, c'est ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu regarder cette barista. » Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a levé les yeux au ciel et a dit « Tu ne te défends même pas. Mon Dieu, tu es encore plus pathétique que dans mon souvenir. » Je suis resté silencieux. C'était il y a 1 an. Ce matin, elle sanglotait dans le hall de notre immeuble pendant que ses parents la traînaient dehors. Mon ex-petite amie était la femme la plus attentionnée que j'ai jamais rencontrée. Pour notre 3e anniversaire, elle m'a surpris avec une vidéo d'elle en train de se faire démonter par un gars des 1m90 du gymnase du coin. Je fixais mon écran, choqué. Ce que tu ressens maintenant, c'est ce que j'ai ressenti en te voyant regarder la barista du café, a-t-elle dit. Alors, 1 an plus tard, quand elle m'a proposé qu'on se voie, j'ai dit oui. Elle pensait que je voulais nous remettre ensemble. En réalité, je voulais simplement lui présenter son futur beau-frère. Mélissa est entrée dans le Starbucks avec une robe si courte qu'on aurait pu la confondre avec un torchon. Oh, tu es vraiment venue. J'imagine que je ne devrais pas être surprise, vu que tu n'as probablement rien de mieux à faire. Elle a ensuite penché sa tête refaite en arrière et a éclaté de rire. Tu portes encore cette horreur? Son ongle en acrylique de 5 cm a pointé vers moi. Au moins, tu es cohérent, LOL. Bref, assez parlé de moi. Je voulais clarifier certaines choses. Je hochai la tête, pensant que son petit numéro d'ego était enfin terminé. Je voulais que tu saches que je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, et j'espère que tu as réussi à tourner la page. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque ressenti de la culpabilité d'avoir pensé des choses aussi horribles à son sujet, d'être secrètement fiancé à sa sœur. Jusqu'à ce qu'elle sorte son gros iPhone noir. C'est là qu'elle a commencé à faire défiler sa galerie. Tous ces hommes ont fait partie de mon parcours de guérison, a-t-elle commencé. Voici Brad. C'est un banquier d'investissement qui m'a appris qu'un homme pouvait effectivement trouver le point G. Et apparemment, elle a pris ma curiosité morbide pour de l'admiration, car d'autres hommes ont défilé à l'écran. Tyler et son bateau, Marcus et sa Tesla, chacun accompagné de commentaires sur la taille de leur sexe par rapport au mien. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point les lunettes teintées de nostalgie pouvaient être puissantes. Tant mieux pour toi, dis-je calmement. Elle s'est penchée en arrière, m'étudiant comme un prédateur flairant la faiblesse. Oh, tu es encore accro à moi. S'est-elle exclamée, pleine de confiance. Même ma sœur asociale a réussi à trouver quelqu'un. Sa mâchoire s'est contractée à la mention d'Amelia. Tu te souviens à quel point elle était collante? Elle croit que son charme fake et son physique suffiront pour réussir sa vie. La jalousie suintait de chaque mot. Même maintenant, Mélissa ne pouvait pas parler d'Amelia sans que son insécurité n'explose. En parlant de pathétique, a-t-elle continué, tu essaies au moins de rencontrer quelqu'un, ou tu espères encore que je revienne? Elle a pincé mon biceps et a recraché l'eau qu'elle buvait. Toujours aussi maigrichon. Pas étonnant que tu sois seul. J'aurais pu lui fermer son clapet avec une seule phrase, mais j'ai choisi de rester silencieux. Pas parce que je ne voulais pas la faire pleurer. Je le voulais. Mais parce que je savais qu'Amelia aurait voulu que je reste compatissant. Elle a scruté ma réaction. Tu ne te défends même pas. Mon Dieu. T'es encore plus pathétique que dans mes souvenirs. Je t'ai cassé à ce point-là? Elle a ri. Ça, c'est ce qu'Amelia ne comprendra jamais. Ce monde, c'est bouffe ou soit bouffé. Puis elle a franchi une ligne. Elle a sorti une petite boîte de son sac, la montre que j'avais économisée des mois pour lui offrir à notre anniversaire. Je voulais te la rendre. Ou plutôt. Elle l'a ouverte, puis l'a laissée tomber au sol, l'écrasant sous son talon. Tyler m'a offert une Rolex, lui. Un vrai homme sait comment traiter une femme. Même le minable d'Amelia doit faire mieux que ça. Elle a poussé les morceaux brisés vers moi du bout du pied, m'invitant à les ramasser. Puis son téléphone a sonné. Le nom d'Amelia s'est affiché. Le visage de Mélissa s'est tordu d'agacement. Hug. Qu'est-ce qu'Amelia la parfaite veut encore? Elle a rejeté l'appel. Elle veut sûrement encore se vanter. De sa promotion. De son copain. De sa vie parfaite de merde. J'avais envie de me cogner la tête contre la table jusqu'à ce que mes tympans explosent. Mais malheureusement, ce n'était pas une option. Alors j'ai juste tripoté ma bague de fiançailles en essayant de décrocher. Et c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'elle ferme enfin sa grande bouche. Elle a vu la bague, ses yeux se sont écarquillés. Tu es fiancé? Elle a ri, mais le ton était forcé. Avec qui? Tu la connais, les jeux interrompus. La couleur a quitté son visage. Qui? Amelia. Sa bouche s'est ouverte et refermée comme un poisson hors de l'eau. Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait frénétiquement sur le Facebook d'Amelia. Et là, elle a vu la photo. Amelia avait posté ce matin même un cliché de sa main portant la bague. En légende, hâte d'épouser mon meilleur ami. Les clients autour de nous se sont retournés en la voyant perdre les pédales. Depuis combien de temps tu baises ma sœur? Quand j'ai vu sa main se tendre vers le verre d'eau pour me le lancer, je me suis levé et je suis parti. Bon débarras. Malheureusement, Amelia est belle, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Elle a donc insisté pour inviter Mélissa à notre mariage. Et c'est là que j'ai compris à quel point sa sœur est une vraie tarée. Le mariage était censé être parfait. Amélia avait passé des mois à tout organiser, des compositions florales au plan de table. Elle avait même insisté pour donner un +1 à Mélissa, espérant que ça aiderait à apaiser les tensions. J'aurais dû savoir. La cérémonie en elle-même s'est bien passée. Mélissa était assise au fond, portant des lunettes de soleil à l'intérieur et scrollant sur son téléphone pendant nos vœux. Au moins, elle n'avait pas encore fait de scandale. Tout a changé à la réception. Je discutais avec un cousin d'Amélia quand des exclamations ont éclaté près de l'entrée. Mélissa venait d'entrer dans une robe blanche identique à celle d'Amélia, jusque dans les détails en dentelle. Elle titubait, un verre de champagne à la main, annonçant bien fort qu'elle avait complètement oublié le dress code. Le visage d'Amélia s'est décomposé. Sa mère s'est précipitée pour chuchoter quelque chose à Mélissa, qui a simplement haussé les épaules et s'est dirigée vers le bar. 5 minutes plus tard, j'ai trouvé Amélia dans les toilettes, coincée par Mélissa près des lavabos. Le mascara de Mélissa coulait déjà quand elle a craché à sa sœur. « Tu m'as volé mes restes. » Je me suis interposé. Mélissa a reculé en titubant, manquant de faire tomber son verre. Puis il y a eu le désastre du toast. Avant même que le témoin ne puisse se lever, Mélissa avait attrapé le micro. Elle tanguait légèrement, a tapoté 2 fois dessus, puis a lancé ce qu'elle appelait des anecdotes drôles de notre relation. La salle est devenue silencieuse alors qu'elle décrivait en détails explicites nos moments intimes et mes soi-disant lacunes. Mon oncle a fini par lui arracher le micro au milieu d'une phrase, mais le mal était fait. Plus tard, au vestiaire, les parents d'Amélia m'ont pris à part. Les mains de sa mère tremblaient alors qu'elle me montrait son téléphone. Des dizaines de messages envoyés par Mélissa ces dernières semaines. Des inquiétudes sur notre mariage, des avertissements à propos de mon caractère, des captures d'anciennes disputes entre Mélissa et moi. Je me suis éclipsé pour prendre l'air. Le parking était presque vide, sauf quelques fumeurs près de l'entrée. J'ai entendu des talons claquer derrière moi. Mélissa m'avait suivi, chancelante sur ses escarpins, en brandissant un comme une arme. Elle l'agitait dans tous les sens en me balançant des accusations, en bégayant. Les caméras de sécurité fixées au lampadaire clignotaient doucement, enregistrant tout. Le brunch du lendemain aurait dû être paisible. Amélia et moi sommes arrivés au restaurant, épuisés mais tentant de sauver un peu de cette journée. Mélissa est arrivée 20 minutes plus tard avec Tyler, un type qu'elle fréquentait apparemment. Ils se sont assis à la table voisine, et elle s'est mise à parler de leur vie sexuelle à voix haute, s'assurant qu'on entende chaque détail. Notre vol de lune de miel était prévu cet après-midi-là. À l'aéroport, alors que nous enregistrions nos bagages, Mélissa est réapparue. Elle a bousculé Amélia, renversant son café sur son bagage à main. Tyler était derrière elle, visiblement mal à l'aise, pendant que Mélissa riait de l'accident. On pensait que la distance nous ferait du bien. La lune de miel nous a offert 2 semaines de paix. Mais à notre retour, notre voisine âgée nous a mentionné avoir vu la voiture de Mélissa garée devant chez nous à 3 heures du matin, plusieurs nuits. Elle avait pris des photos parce que cela l'inquiétait. L'incident de la boîte aux lettres est arrivé le 3e jour après notre retour. J'étais allé chercher le courrier et j'y ai trouvé une pile de captures d'écran imprimées. Chaque message que Mélissa et moi nous étions échangés pendant notre relation. Des centaines de pages, certaines surlignées, d'autres avec des commentaires rageurs griffonnés dans les marges. Amélia a découvert le harcèlement par email à son retour au travail. Sa boîte de réception contenait des dizaines de messages anonymes la mettant en garde contre son nouveau mari. Des détails que seule Mélissa pouvait connaître, des récits déformés pour me faire passer pour un monstre. Ses collègues avaient reçu des courriels similaires. Mais c'est la vidéo de la sonnette qui nous a vraiment secoués. Notre nouvelle caméra Ring avait filmé Mélissa à 2 heures du matin, essayant différentes clés dans notre serrure. Elle était complètement sobre, méthodique. Elle testait chaque clé avec soin, une par une. Aucune ne fonctionnait. Puis elle est restée plantée là pendant 5 minutes à fixer notre porte. Le message de Tyler est arrivé le soir suivant, bref et direct, il en avait fini avec elle. Elle perdait les pédales. On devrait faire attention. J'ai gardé ce message. Faire les courses est devenu un cauchemar. Dans chaque rayon où nous allions, Mélissa apparaissait peu après. Elle photographiait le contenu de notre chariot en prétendant écrire des textos. Quand nous avons changé de magasin, elle est venue là aussi. Mon patron m'a convoqué un mardi dans son bureau. Quelqu'un prétendant être ma femme avait appelé, s'inquiétant de ma santé mentale. L'identifiant de l'appel affichait le numéro d'Amélia. Il savait que ce n'était pas elle, mais tenait à m'en informer. Le club de lecture d'Amélia se réunissait chaque mois, chez différentes personnes. Mélissa s'y est inscrite la semaine suivant notre retour de lune de miel. Elle a passé toute la séance à parler de son ex qui l'avait trahi avec sa propre sœur. Les autres membres étaient mal à l'aise. Nous avons commencé une thérapie de couple pour gérer le stress. Mélissa avait réussi à réserver la séance juste après la nôtre, avec le même thérapeute. Nous l'avons croisée dans la salle d'attente où elle a fait semblant d'être surprise de nous voir. Sarah, la meilleure amie d'Amélia depuis la fac, a appelé un soir en pleurant.
Mélissa lui envoyait des messages depuis des semaines à propos de mes soi-disant comportements abusifs. Sarah avait tout sauvegardé, troublée par la nature obsessionnelle des messages. Le basket du jeudi soir était mon seul moment d'évasion, jusqu'à ce que Mélissa commence à venir regarder les matchs. Ensuite, elle s'est mise à sortir avec Mike de mon équipe. Elle avait clairement épluché le planning des matchs pour le rencontrer. L'embuscade du dîner d'anniversaire était préméditée. Les parents d'Amelia fêtaient leurs 30 ans de mariage dans leur restaurant préféré. Mélissa est arrivée en tant que cavalière de Mike, vêtue d'une robe blanche identique à celle qu'Amelia portait à notre réception. La même qu'elle avait portée à notre mariage, visiblement achetée en double. J'ai commencé à repérer sa voiture partout. Pendant ma pause déjeuner, je l'ai vue garée en face de notre immeuble. Elle était à l'intérieur, prenant des photos de notre domicile sous plusieurs angles. J'ai tout documenté avec mon propre téléphone. Le LinkedIn d'Amelia est devenu un nouveau champ de bataille. Des demandes de connexion ont afflué de la part d'amis de Mélissa, accompagnés de messages sur la situation d'Amelia, messages inquiets, avertissements, questions indiscrètes sur notre mariage. Sarah a rappelé, encore plus bouleversée. Mélissa avait réussi à la convaincre qu'Amelia avait trahi le code des filles en sortant avec l'ex de sa sœur. La manipulation fonctionnait, même si Sarah savait que ce n'était pas logique. Mike m'a pris à part après un match. Mélissa lui avait dit que je la harcelais. Mais ses versions changeaient sans cesse. Une fois, je la suivais jusqu'au travail. Une autre fois, je piratais son téléphone. Mike commençait à voir clair dans ses mensonges. Le cours de peinture était le sanctuaire d'Amelia. Elle le suivait depuis des années, y trouvant la paix chaque semaine. Je sens le poids de ce harcèlement constant qui les écrase, et rien que d'en parler, j'ai la poitrine serrée. Pauvre Amelia, elle ne peut même plus profiter de ce havre de paix. Voir comment Mélissa s'immisce dans chaque partie de leur vie, de la thérapie aux courses, révèle une douleur profonde chez elle. Mélissa s'est inscrite au cours et s'est mise en binôme avec Amelia à chaque exercice, lançant des commentaires moqueurs sur sa technique, ses choix de couleurs, ses sujets. La pharmacie a appelé à propos d'un incident suspect. Une femme avait tenté de récupérer nos ordonnances avec une autorisation écrite. Le pharmacien avait refusé, flairant quelque chose d'anormal. La femme correspondait parfaitement à la description de Mélissa. Chaque incident s'ajoutait au précédent. Chaque violation repoussait encore plus les limites. Nous avons tout documenté, sans savoir quoi faire d'autre. L'interruption du mariage n'avait été que le début. La campagne de Mélissa s'intensifiait, méthodique, implacable. Nous avons changé les serrures. Installé davantage de caméras. Modifié nos habitudes. Mais elle trouvait toujours un moyen de s'infiltrer dans notre vie. Son harcèlement nous usait, exactement comme elle le voulait. Avec le recul, les signes étaient là. Sa réaction au Starbucks aurait dû nous alerter. Mais rien n'aurait pu nous préparer à la campagne systématique qu'elle allait mener. Le mariage n'était que son coup d'ouverture. Le compte Instagram est apparu 3 jours après que j'ai photographié Mélissa prenant notre maison en photo. Trousse About Cheater publiait des photos de moi retouchées, prises sous différents angles sans que je m'en rende compte. Le nombre d'abonnés grimpait vite, bien que la plupart des profils semblaient suspects. Amelia l'a découvert lorsqu'une collègue lui a montré le compte pendant la pause déjeuner. Le samedi matin au marché fermier s'est transformé en nouvelle embuscade. Alors qu'Amelia choisissait des tomates, Mélissa est apparue à l'étal voisin. Elle a lancé à haute voix une histoire sur son ex qui l'avait trompée avec sa propre sœur, gesticulant bruyamment pendant que les clients se retournaient. Le vendeur était mal à l'aise, alors que la voix de Mélissa résonnait à travers le marché. Le mardi suivant, alors que je faisais le plein, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. C'était Jack, le coach de notre ancienne salle de sport, visiblement troublé. Il a regardé autour de lui avec nervosité avant de m'expliquer que Mélissa avait filmé leur séance d'entraînement à son insu. Elle lui avait récemment montré les vidéos pour lui prouver à quel point elle pouvait ruiner sa réputation s'il ne coopérait pas à ses plans. Le schéma de chantage devenait clair. La mère d'Amelia a appelé ce soir-là, en larmes. Mélissa lui avait envoyé ce qu'elle prétendait être des preuves de mon infidélité. Des photos de mon enterrement de vie de garçon, complètement sorties de leur contexte. Des images me montrant en train de discuter avec une serveuse, recadrées pour paraître intime. Mélissa avait ajouté des dates et lieux pour faire passer des interactions innocentes pour des trahisons. Le mercredi matin a apporté une nouvelle violation, les 2 voitures dans notre parking avaient été rayées profondément, le mot « trompeur » gravé dans la peinture. Les caméras de sécurité montraient une silhouette en vêtements sombres, visage masqué par une capuche. Nous avons déposé une plainte, mais l'agent nous a expliqué que sans identification claire, ce n'était que du vandalisme. Le gardien de notre immeuble nous a arrêtés plus tard dans la semaine. Il nous a montré le registre des incidents, plusieurs tentatives d'accès à notre étage avec des excuses variées. La direction avait finalement affiché la photo de Mélissa à toutes les entrées avec consigne de lui refuser l'entrée. Il prenait enfin les choses au sérieux. La prochaine cible de Mélissa, le lieu de travail d'Amelia. Elle avait commencé un bénévolat à l'hôpital, affirmant à ses collègues qu'elle devait veiller sur sa sœur.
Amelia découvrit la vérité lorsque Melissa apparut à la cafétéria pendant sa pause déjeuner, s'asseyant à une table proche et la fixant du regard. Une alliée inattendue émergea sur les réseaux sociaux. Emma, une amie du lycée, la contacta après avoir vu le compte Instagram. Elle révéla que Melissa avait fait subir la même chose à son petit ami des années auparavant. Le harcèlement avait duré 2 ans avant qu'il n'obtienne enfin une ordonnance restrictive. Le schéma se dessinait clairement. Mike avait rompu avec Melissa après qu'elle lui ait demandé d'abandonner la ligue de basket pour m'éviter. Il avait été témoin de son comportement de plus en plus contrôlant. Elle fouillait dans son téléphone, remettait en question chacune de ses interactions, et formulait des exigences de plus en plus déraisonnables. Son masque tombait. La visite d'entretien nous prit au dépourvu. Melissa se présenta à notre appartement avec le personnel de maintenance, prétendant avoir oublié des bijoux lors d'une visite des mois plus tôt. L'agent d'entretien semblait désolé pendant qu'elle fouillait les tiroirs, visiblement en train de mentir sur les objets perdus. Nous la regardions envahir notre espace légalement, impuissant. Sarah vint chez nous avec un ordinateur portable et une voix tremblante. Elle s'excusa longuement tout en nous montrant des captures d'écran. Melissa lui envoyait chaque jour des messages de colère depuis l'annonce de nos fiançailles. Ces messages révélaient une obsession qui durait depuis des mois, voire des années. Chaque message était plus délirant que le précédent. L'alerte vint d'une source inattendue. Becca, la colocataire de Melissa, nous contacta par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Elle nous retrouva dans un café à l'autre bout de la ville, en regardant sans cesse par-dessus son épaule. Elle décrivit la chambre de Melissa, dont les murs étaient couverts de photos de notre mariage, mon visage rayé sur chacune. Elle proposa de prendre des photos comme preuve. Notre prochaine rencontre eut lieu dans un bar à vin, alors qu'Amelia et moi essayions de passer une soirée normale. Melissa entra avec un nouveau compagnon, un avocat qui fit des remarques ciblées sur les procès en diffamation. Ils s'assirent à un endroit où nous ne pouvions pas les éviter, Melissa arborant un sourire tout au long du repas. Le lendemain matin, ma mère m'appela, confuse et inquiète. Melissa l'avait contactée en pleurant, disant qu'elle m'aimait toujours. Elle avait inventé des histoires complexes sur notre relation, prétendant que je lui avais promis de revenir. Ma mère ne savait plus quoi penser jusqu'à ce que je lui explique la situation. Les photos envoyées par Becca étaient cryptées. La chambre de Melissa ressemblait à une scène de crime sortie d'un thriller. Des photos de mariage couvraient toutes les surfaces, annotées de dates et de notes délirantes. La chronologie montrait que son obsession avait commencé bien avant notre mariage. Certaines photos remontaient à l'époque où j'étais encore avec elle. La direction de l'immeuble accepta d'interdire officiellement Melissa après avoir examiné les images de vidéosurveillance que nous avions compilées. Le gestionnaire de l'immeuble semblait choqué par l'ampleur des preuves. Des avertissements officiels pour intrusion furent émis, bien que nous sachions qu'un bout de papier ne suffirait pas à l'arrêter. Emma nous rejoignit pour un café afin de raconter toute son histoire. Melissa l'avait harcelée via de faux profils sur les réseaux, avait infiltré son lieu de travail, et l'avait surveillée constamment. Cela n'avait cessé que lorsque Melissa avait trouvé une nouvelle cible. Le petit ami d'Emma avait dû changer d'université pour lui échapper. Le schéma remontait à une décennie. Sarah créa un groupe de discussion appelé « Team Amelia » après avoir consulté une amie avocate. Celle-ci expliqua que pour obtenir une ordonnance restrictive, il fallait prouver l'existence de menaces physiques. La documentation serait cruciale. Tout le monde se mit à tout sauvegarder. Texte, courriel, photos, vidéos. Tyler nous contacta avec des nouvelles troublantes. En déménageant, il avait trouvé un vieux téléphone caché dans le placard de Melissa. Il contenait des vidéos d'elle en train de s'entraîner à argumenter contre une version imaginaire de moi. Des heures de séquence la montraient en train de répéter des confrontations, de planifier des scénarios, et de se mettre en colère contre des offenses inventées. Nous nous concentrions sur la sécurité plutôt que sur la vengeance. Nouvelle serrure, caméras supplémentaires, routines variées. Nous documentions tout sans jamais répondre. Garder la tête haute semblait difficile mais nécessaire. Amelia insistait pour que nous restions intègres malgré les provocations. L'affrontement au Whole Foods était inévitable. Melissa apparut dans le rayon fruits et légumes, nous suivant d'aller en aller. Lorsqu'un employé lui demanda s'il y avait un problème, Melissa perdit son sang-froid. Elle avoua accidentellement avoir rayé nos voitures, tout en délirant sur la justice. Les yeux de l'employé s'écarquillèrent. Jake fournit les images de vidéosurveillance de la salle de sport, montrant Melissa nous observant pendant nos séances, filmant avec son téléphone. Les horodatage prouvaient qu'elle nous surveillait depuis des mois, bien avant la vidéo de l'infidélité. Tout avait été calculé, planifié, orchestré. Une alliance inattendue se forma entre Mike, Tyler et Jake. Ils se rencontraient régulièrement pour comparer les comportements de Melissa. Chacun avait des histoires de manipulation, de menaces, et d'exigences toujours plus extrêmes. Ils commencèrent à prévenir d'autres hommes qui montraient un intérêt pour elle. La mère de Melissa finit par appeler Amelia. Sa voix était lasse, résignée. Ce n'était pas la première fois. Il y avait eu des incidents au lycée, à l'université. Ils avaient espéré qu'elle finirait par changer. Un schéma familial d'indulgence se révéla.
Mon lieu de travail augmenta les mesures de sécurité après que Melissa eut tenté d'entrer avec une fausse pièce d'identité. Elle prétendait livrer des documents importants. Les vidéos de sécurité la montraient en train d'essayer d'entrer plusieurs fois sur plusieurs jours. Les RH prirent la menace au sérieux. L'affrontement dans le parking eut lieu un jeudi soir. Melissa coinça Amelia seule, lui avouant avoir préparé l'intrusion à notre mariage depuis des semaines. Elle avait acheté plusieurs robes blanches, répété son entrée, planifié chaque détail. L'aveu était glaçant dans sa précision. Les collègues d'Amelia à l'hôpital mirent en place un système de surveillance informelle. Sa photo fut distribuée au personnel de sécurité. Sa candidature en tant que bénévole fut rejetée. L'administration hospitalière lui interdit l'accès après plusieurs incidents. Le compte Instagram disparut du jour au lendemain après des signalements massifs de notre réseau de soutien. La plateforme de harcèlement numérique de Melissa s'effondra, mais nous savions qu'elle en créerait une autre. Cette victoire temporaire avait un goût amer. Emma révéla encore plus de choses. L'ex-petite amie de Melissa à la fac avait aussi changé d'établissement pour lui échapper. Elle s'était immiscée dans son cercle d'amis, avait propagé des rumeurs, avait rendu sa vie insupportable. Le schéma remontait à plus de 10 ans. Nous n'étions pas spéciaux. Nous étions simplement les cibles du moment. Nous installâmes un système de sécurité complet tout en informant nos voisins de la situation. La plupart furent compréhensifs, ayant eux-mêmes observé des incidents étranges. La sensibilisation de la communauté devint une protection supplémentaire. Le club de lecture exclut collectivement Melissa après qu'elle y eut apporté des copies imprimées de courriels anonymes. Elle tenta de retourner le groupe contre Amelia avec de fausses preuves. Les membres virent clair dans son jeu et se rangèrent du côté d'Amelia. Les tentatives de Melissa pour infiltrer l'hôpital continuèrent malgré l'interdiction. La sécurité signala plusieurs incidents où elle tenta d'accéder aux zones réservées au personnel. Elle prétendait rendre visite à des proches malades, livrer des fleurs, ou postuler à divers postes. La crise éclata dans un restaurant lors du dîner mensuel avec les parents d'Amelia. Ils avaient choisi un établissement de l'autre côté de la ville pour éviter Melissa, mais elle y fit irruption malgré tout. Sa réaction en nous voyant dîner ensemble fut explosive. Les autres clients nous observaient alors qu'elle hurlait à la trahison. Son père vit enfin la vérité. Ma réputation au travail se renforça au fur et à mesure que mes collègues prenaient conscience du harcèlement de Melissa. Ses appels et ses visites eurent l'effet inverse de celui qu'elle escomptait. Les gens se rallièrent à moi, offrant leur soutien et leur compréhension. Un ami féru d'informatique remonta la trace des courriels anonymes jusqu'à l'adresse IP de Melissa. La piste numérique était claire. Des centaines de messages envoyés depuis ses appareils. Nous les ajoutâmes à notre dossier de preuves. L'avis d'expulsion arriva à l'appartement de Melissa après de multiples plaintes des voisins. Elle avait 30 jours pour quitter les lieux. La société de gestion immobilière avait reçu des signalements de nuisances nocturnes, de visiteurs étranges, et de comportements agressifs. Le compte à rebours avait commencé. L'instructeur de peinture d'Amelia a révoqué l'inscription de Melissa après qu'elle ait attaqué verbalement Amelia pendant une séance. Toute la classe avait été témoin des critiques incessantes de Melissa sur chaque coup de pinceau, chaque choix de couleur. La patience de l'instructeur a fini par craquer. Nous avons compris que se défendre ne suffisait plus. Le harcèlement s'intensifiait malgré nos précautions. Il fallait passer à l'action. Le dossier de preuve était devenu assez épais pour tapisser un mur. Notre stratégie a changé, au lieu de réagir avec émotion, nous avons décidé de documenter froidement. Chaque provocation recevait une réponse discrète mais enregistrée. Chaque escalade s'ajoutait au dossier. Je ressens à quel point cela doit être épuisant pour tout le monde, surtout en voyant à quel point ce schéma est ancien, avec d'anciennes victimes de Melissa qui se manifestent. Je ne sais pas comment cette histoire finira. La frustration de Melissa devenait visible à mesure que ses tactiques échouaient à provoquer les réactions explosives qu'elle espérait. Le groupe de discussion familiale a voté à l'unanimité pour exclure Melissa de tous les événements futurs. Les cousins ont partagé leurs propres expériences gênantes. Les oncles et tantes ont admis avoir évité les réunions de famille à cause de son comportement. La fracture familiale était consommée. La vérité sur l'épisode de la robe de mariée s'est répandue dans les cercles sociaux. Les amis ont été consternés par une cruauté aussi calculée. L'isolement social de Melissa s'est accentué à mesure que les gens découvraient toute l'histoire. Même les simples connaissances ont commencé à l'éviter. Une semaine de paix nous a paru irréelle. Melissa s'est précipitée pour trouver un nouveau logement, tandis que nous poursuivions notre routine. Les caméras de sécurité montraient des images banales. Des voisins promenant leurs chiens, des livreurs déposant des colis. Ce calme avait quelque chose d'inquiétant. L'appel désespéré de Melissa est arrivé sur le téléphone professionnel d'Amelia. Elle prétendait avoir pris des cachets et avait besoin d'aide immédiate. Mais les bruits de fond révélaient des sons de fête, des rires, de la musique. La manipulation était évidente. Amelia a tout de même appelé le 911, laissant les professionnels gérer la situation. La sécurité de l'hôpital a été renforcée après que Melissa ait tenté d'accéder au parking réservé aux employés. Elle testait différents points d'entrée, cherchant des failles. L'équipe de sécurité a pris la menace très au sérieux et a adapté les protocoles.
Le camion de déménagement aperçu devant l'immeuble de Mélissa a suscité une joie prématurée. Des voisins ont signalé des meubles chargés, des cartons transportés. Mais la destination restait inconnue. Nous avons observé de loin, espérant un dénouement. Les relations familiales ont commencé à se réparer, tout le monde prenant conscience de la manipulation qu'il avait subie. Les parents d'Amélia se sont excusés de ne pas l'avoir vue plus tôt. Les cousins ont apporté leur soutien. La famille s'est unie face à cette menace commune. Les ex de Mélissa ont formé un groupe de soutien inattendu. D'autres victimes se sont manifestées avec des histoires similaires. Le schéma était indéniable. Des années de harcèlement avaient détruit des relations. Nous n'étions pas seuls dans ce cauchemar. Notre rapport de police complet a enfin été pris au sérieux. Un détective a examiné le dossier de preuves, impressionné par la précision de notre documentation. Les plaintes d'autres victimes ont renforcé le tout. Le schéma était trop clair pour être ignoré. L'avancée est venue de l'ancienne thérapeute de Mélissa. Contactée par sa mère inquiète, elle a confirmé le comportement récurrent, dans les limites légales. Cette validation professionnelle de ce que nous avions vécu nous a fait l'effet d'une délivrance. Encore plus de vérité est apparue lorsqu'une ancienne colocataire de Mélissa à l'université a pris contact. Elle avait déposé une ordonnance restrictive pendant leur 2e année à cause d'un harcèlement grandissant. La documentation de cette affaire reflétait parfaitement notre propre expérience. Le schéma était pathologique. Notre réseau de soutien a compilé un dossier complet, chaque incident, chaque témoin, chaque preuve classée chronologiquement. Ce fichier constituait une preuve indiscutable de harcèlement systématique. Les options juridiques se sont précisées. Un ami avocat nous a aidés à rédiger une lettre de mise en demeure, preuve à l'appui. Le ton légal était ferme mais équitable. Nous offrions un choix, cesser le harcèlement de manière volontaire ou faire face à des poursuites. La balle était dans le camp de Mélissa. Ses parents ont tenté une intervention dans un lieu neutre. Nous avons appris plus tard qu'elle avait quitté les lieux en furie, refusant d'admettre la moindre faute. Ses parents semblaient abattus, réalisant que leur fille avait besoin d'une aide bien au-delà de ce qu'ils pouvaient offrir. L'annonce de grossesse publiée sur les réseaux sociaux a été une nouvelle tentative désespérée. Mélissa affirmait que j'étais le père, malgré une chronologie impossible. Le mensonge était évident pour ceux qui connaissaient les faits, mais il a tout de même fallu gérer les retombées. Nous avons dû faire face à un retour de flamme en ligne à mesure que l'histoire de Mélissa se propageait. Certains de nos contacts communs se sont demandé s'il n'y avait pas une autre version. Le gaslighting a partiellement fonctionné sur ceux qui ne connaissaient pas l'historique complet. La vérité devenait une victime collatérale. Je me suis retrouvé seul à défendre notre version lorsqu'Amélia a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence, une vraie crise médicale, contrairement à celle inventée par Mélissa. Le moment semblait orchestré, mais ce n'était qu'une coïncidence. La confiance entre nous est restée intacte malgré l'épreuve. La décision de rendre notre histoire publique n'a pas été facile. Nous avions protégé la réputation de Mélissa malgré tout, dans l'espoir qu'elle se soigne. Mais le mensonge sur la grossesse fictive a été la goutte d'eau. La vérité devait être révélée. Notre publication sur les réseaux sociaux contenait une chronologie et des preuves clés. Sans commentaire, juste les faits. La réaction a été immédiate et massive. La communauté n'attendait que quelqu'un pour briser le silence. D'autres ont partagé leurs propres histoires impliquant Mélissa. Le hall de l'immeuble est devenu la scène de la confrontation finale. Mélissa est arrivée avec un camion de déménagement et ses parents. Elle oscillait entre des excuses larmoyantes et des accusations venimeuses. Son instabilité émotionnelle sautait aux yeux. La révélation de son père a tout éclairé, Mélissa avait arrêté sa médication depuis plusieurs mois. La chronologie de l'escalade concordait parfaitement. Les problèmes de santé mentale n'excusaient pas ses actes, mais ils en donnaient le contexte. Le gérant de l'immeuble est arrivé avec les agents de sécurité et une notification d'interdiction formelle. Grâce à ce soutien légal, l'interdiction devenait exécutoire. Mélissa ne pouvait plus prétendre à l'ignorance ou à une erreur. Les limites étaient désormais clairement établies. Nous avions le choix, porter plainte ou laisser sa famille gérer la suite. Le dossier de preuve pouvait soutenir des charges pénales. Mais la compassion d'Amélia l'a emporté. Nous avons proposé une alternative, pas de plainte si Mélissa suivait un traitement. La clémence nous semblait plus difficile que la vengeance. Ses parents ont posé leur ultimatum, traitement en clinique ou rupture totale du soutien familial. Elle avait touché le fond. Le choix lui appartenait, mais les conséquences étaient réelles. Sa dernière tentative de manipulation a été de menacer de se faire du mal dans le hall. Nous avons immédiatement appelé le 911. Une intervention professionnelle était la seule réponse appropriée. Ses parents semblaient soulagés à l'arrivée des intervenants en uniforme. La scène dans le hall était déchirante. Ses parents l'ont physiquement accompagnée à leur voiture pendant qu'elle criait à la trahison et à l'abandon. Les autres résidents observaient depuis leur porte. Le chapitre se fermait. Depuis notre fenêtre, nous avons regardé Mélissa s'éloigner. Ses parents avaient mentionné un établissement spécialisé à 2 heures de route, adapté à ses troubles spécifiques. Cette distance physique représentait un bol d'air. 2 semaines plus tard, la mère de Mélissa a donné des nouvelles. Le traitement progressait.
La prise de médicaments était surveillée. La thérapie était intensive. Le bilan était prudemment optimiste. Une guérison semblait possible. Nous avons commencé à retirer les caméras de sécurité à l'intérieur de l'appartement. Celles de l'extérieur sont restées, mais nous pouvions enfin cesser d'envahir notre intimité. Cette hypervigilance nous avait épuisés. Une vie normale nous appelait. Notre groupe de soutien a fêté cela au restaurant où tout avait commencé. Le Starbucks où j'avais annoncé nos fiançailles était visible depuis la fenêtre. Sarah a levé son verre à l'amour plutôt qu'à la peur. Le cercle d'amis était devenu plus fort grâce à cette épreuve. Tyler était venu avec Emma, sa nouvelle compagne. Ils s'étaient rapprochés autour de leurs expériences partagées avec Melissa. Quelque chose de positif avait émergé du chaos. Mike était là aussi, reconnaissant pour la fraternité qui s'était formée. Amelia posa sa main sur son ventre avec un sourire secret. Le stress n'avait pas empêché les nouveaux départs. Nous étions prêts à construire notre avenir sans peur. La campagne de Melissa avait échoué à détruire ce qui comptait le plus. Les documents de l'ordonnance restrictive déposés par l'ancienne colocataire de fac arrivèrent par coursier dès le lendemain matin. Victoria, qui avait vécu avec Melissa en deuxième année, avait conservé des dossiers méticuleux, rapports de police, registre de la sécurité du campus, témoignages, tous dessinant le même schéma inquiétant datant de plus de 10 ans. Les parallèles avec notre situation étaient indéniables. Notre réseau de soutien assembla le dossier de preuves dans le salon de Sarah cet après-midi-là. Boîte de courriels imprimés, clé USB avec enregistrement de vidéosurveillance, déclaration de témoins sous serment. Notre ami avocat organisa tout par ordre chronologique, pendant que les autres recoupaient les incidents. Une fois les faits étalés séquentiellement, le caractère systématique des agissements de Melissa devint impossible à nier. La lettre de mise en demeure fut envoyée en recommandé avec accusé de réception. Nous avons traqué la confirmation de livraison avec obsession. Melissa la signa à l'adresse temporaire où elle résidait. Le langage juridique était clair, cesser tout contact immédiatement ou faire face à des poursuites pénales. L'annexe de preuve à elle seule faisait 40 pages. Ses parents organisèrent une intervention dans un centre communautaire du centre-ville. Nous n'y fûmes pas conviés, mais nous en avons appris les détails par la mère d'Amelia. Melissa s'attendait à une réunion de famille concernant son logement. À la place, elle trouva ses parents, 2 tantes, et un conseiller de crise qui l'attendait. La confrontation dura moins de 20 minutes avant qu'elle ne quitte les lieux furieuse. L'annonce d'une fausse grossesse apparut ensuite sur 3 réseaux sociaux simultanément. Melissa avait créé des chronologies élaborées, falsifié des échographies, inventé des rendez-vous médicaux. Les dates rendaient la conception impossible. Nous étions sur des continents différents durant la période supposée. Pourtant, certaines connaissances communes crurent d'abord à l'histoire. Je passais des heures à rédiger des réponses pour nos amis confus pendant qu'Amelia subissait une opération d'urgence de la vésicule biliaire. Le timing semblait délibérément cruel, bien que ce fût une pure coïncidence. Les salles d'attente de l'hôpital devinrent mon bureau temporaire pendant que je répondais aux messages et aux appels. Le mensonge de la grossesse se propageait plus vite que les faits ne pouvaient le contrecarrer. Sarah coordonna la campagne de vérité depuis son appartement. Elle créa un document partagé contenant des faits vérifiables, des dates, et des liens vers les preuves. Les membres de l'équipe d'Amelia le diffusèrent stratégiquement, contrant les mensonges de Melissa avec la réalité documentée. La bataille sur les réseaux sociaux se joua en temps réel, sur plusieurs plateformes. Certains amis communs hésitèrent, se demandant s'il n'y avait pas 2 versions de l'histoire. Le gaslighting fonctionna partiellement sur ceux qui ne nous connaissaient que de loin. Quelques-uns nous supprimèrent, choisissant de croire au récit victimaire de Melissa. D'autres virent clair immédiatement, surtout ceux qui avaient été témoins de son comportement. La publication rassemblant toutes les preuves fut mise en ligne alors qu'Amelia récupérait de sa chirurgie. Nous avions longuement débattu de l'éthique d'une telle exposition publique. Le mensonge de la grossesse nous força la main. Le post incluait des captures d'écran de chronologie, des images de vidéosurveillance, et des témoignages. Aucun commentaire, juste des faits présentés clairement. La réaction de la communauté fut immédiate et massive. Les commentaires affluèrent de la part d'autres victimes de harcèlement par Melissa, d'anciens collègues, camarades de fac, et même quelqu'un de son lycée. Le schéma remontait plus loin que nous ne l'avions imaginé. Chaque témoignage ajoutait du poids à l'historique déjà documenté. Melissa se présenta à notre immeuble le soir suivant avec un camion de déménagement et ses parents. Les caméras de sécurité du hall captèrent toute la scène. Elle alternait entre des excuses en larmes et des accusations hurlantes. Ses sautes d'humeur étaient violentes, imprévisibles. D'autres résidents s'attroupèrent dans le hall, attirés par le tumulte. L'aveu de son père coupa net sa performance. Elle avait arrêté son traitement médicamenteux depuis 4 mois. La chronologie correspondait parfaitement à l'escalade de ses agissements. Il avait l'air épuisé, abattu. Sa mère restait silencieuse, les larmes aux yeux. Il l'avait couverte pendant des années, espérant que l'amour suffirait à réparer ce qui nécessitait une aide professionnelle. Le gestionnaire de l'immeuble sortit de son bureau avec les agents de sécurité et les documents officiels. L'avis d'interdiction de pénétrer sur la propriété avait désormais une portée légale.
Le nom de Mélissa était officiellement banni de l'immeuble. Toute violation future entraînerait une arrestation immédiate. Les limites étaient enfin applicables. Je regardais Mélissa réaliser la réalité. Ses parents l'encadrant, la sécurité attentive, les voisins comme témoins, le fantasme élaboré qu'elle avait construit s'effondrait publiquement. Son visage passait par toute une gamme d'émotions, rage, désespoir, confusion, bref moments de lucidité suivis de nouvelles crises de colère. Nous fûmes confrontés au choix que nous avions longuement discuté. Les preuves pouvaient soutenir plusieurs chefs d'accusation pénale. Harcèlement, traque, vandalisme, fraude. Le détective nous l'avait clairement dit. Une poursuite judiciaire était envisageable. Mais la compassion d'Amélia guida notre décision. Nous proposâmes une alternative par l'intermédiaire de ses parents. Les conditions étaient simples, pas de poursuite si Mélissa entrait immédiatement en traitement en centre fermé. Évaluation psychiatrique complète. Respect strict du traitement médicamenteux. Séjour minimum de 90 jours. Ses parents s'occuperaient de la logistique et des frais. Tout contact avec nous annulerait l'accord et entraînerait des poursuites immédiates. Ses parents lui présentèrent l'ultimatum dans le hall. Leur fille pouvait choisir le traitement ou faire face au retrait total du soutien familial et à des poursuites pénales. Le choix lui appartenait, mais les conséquences étaient garanties. Elle toucha le fond, en pleine vue de tous. Sa dernière tentative de manipulation fut de menacer de se faire du mal. Elle saisit un stylo sur le bureau de sécurité et le pressa contre son poignet. La performance était évidente, mais nécessitait tout de même une réponse. Je composais le 911 pendant que ses parents reculaient. Une intervention professionnelle était la seule réponse appropriée. Tous dans le hall comprirent le caractère calculé de la menace. Les secours arrivèrent en quelques minutes. 2 ambulanciers et un conseiller de crise entrèrent calmement. Ils avaient déjà vu ce scénario. Les menaces de Mélissa montèrent d'un cran à leur approche. Ses parents fournirent l'historique médical et les traitements en cours. La scène était bouleversante malgré tout. Ses parents l'aidèrent physiquement à monter dans l'ambulance pendant qu'elle criait à la trahison et à l'abandon. Elle accusa tout le monde, moi, Amélia, ses parents, le personnel de l'immeuble. Ces accusations devenaient de plus en plus folles, incohérentes. D'autres résidents observaient depuis les portes, comprenant enfin l'ampleur de ce que nous avions enduré. Les portes de l'ambulance se refermèrent sur les hurlements de Mélissa. Ses parents suivirent dans leur voiture. L'établissement de traitement se trouvait à 2 heures, spécialisé dans les troubles de la personnalité et les comportements obsessionnels. La distance physique fut notre première vraie bouffée d'air en des mois. Le hall se vida lentement. Les voisins vinrent nous témoigner leur soutien. Certains s'excusèrent de ne pas nous avoir cru plus tôt. Le gestionnaire de l'immeuble nous assura que les protocoles de sécurité seraient renforcés. La communauté avait été témoin de la vérité. 2 semaines de silence suivirent. Aucun message, aucun mail, aucune apparition surprise. Les caméras de sécurité ne montraient qu'une activité normale. Nous restions vigilants mais commencions à nous détendre, peu à peu. Amélia reprit le travail après sa convalescence. Les routines reprenaient doucement. La mère de Mélissa appela avec une mise à jour au 15e jour. Le traitement progressait. Le respect du traitement médicamenteux était surveillé. Des séances de thérapie intensive étaient obligatoires. Mélissa avait connu ce que le médecin appelait un moment de lucidité concernant son comportement. Le rapport était prudemment optimiste. Nous avons commencé à retirer les caméras de sécurité intérieures. L'hypervigilance avait été épuisante. Les caméras extérieures restèrent en place, mais notre espace privé redevenait privé. Chaque petit pas vers la normalité semblait monumental. L'appartement redevint un foyer, non une forteresse. Le groupe de soutien se retrouva au restaurant où notre histoire avait commencé. Le Starbucks où j'avais annoncé nos fiançailles était visible par la fenêtre. Sarah avait organisé la célébration, insistant pour que nous reconnaissions notre survie. Le groupe s'était agrandi au-delà des membres d'origine, incluant certaines autres victimes de Mélissa. Tyler était venu avec Emma. Leur relation, née d'un traumatisme commun, s'était transformée en quelque chose de véritable. Mike était accompagné de sa nouvelle petite amie, à qui il avait plaisanté de se méfier de son jugement douteux en matière d'ex. Jake était venu seul, mais semblait en paix. La fraternité forgée dans la crise s'était transformée en une véritable amitié. Des histoires furent partagées autour de la table. Chacun avait été touché différemment par la manipulation de Mélissa. Les schémas étaient toujours les mêmes. Love bombing, montée progressive du contrôle, puis des fins explosives. Tous avaient gardé des preuves, tous s'étaient sentis fous, tous avaient remis en question leur propre perception. La validation de cette expérience commune était puissante. Emma révéla qu'un collègue de Mélissa avait pris contact après avoir vu notre publication sur les réseaux sociaux. Il avait changé d'établissement il y a 10 ans pour lui échapper. Il voulait que nous sachions que nous n'étions pas seuls, que la survie était possible. Son message était bref, mais porteur de sens. Une vie normale était encore à notre portée. La conversation glissa alors vers la guérison. Chacun avait développé des mécanismes différents pour avancer. Certains avaient suivi une thérapie. D'autres trouvaient leur force dans la documentation et la préparation.
La compréhension commune que le comportement de Mélissa n'était pas personnel, que nous n'étions que les cibles du moment dans un long schéma, nous avait grandement aidés. Sarah proposa un toast à l'amour plutôt qu'à la peur. Les verres se levèrent autour de la table. Nous avions tous été mis à l'épreuve, confrontés à quelqu'un déterminé à détruire notre bonheur, mais nos liens s'étaient renforcés à travers l'épreuve. La campagne de Mélissa avait échoué dans son objectif ultime, l'isolement et la destruction. Amélia posa une main sur son ventre avec un sourire complice. Le stress des derniers mois n'avait pas empêché un nouveau départ. Nous étions à 12 semaines de grossesse, prudemment optimistes. Le moment n'était pas idéal, mais la vie attend rarement le moment parfait. L'enthousiasme de nos amis était sincère et bienveillant. La soirée s'acheva sur des promesses de rester en contact. La crise était passée, mais l'amitié continuerait. Des projets furent faits pour des réunions normales, des barbecues, des soirées-jeux, des célébrations sans tension sous-jacente. L'avenir redevenait enfin possible. 6 mois plus tard, notre nouveau jardin accueillait le barbecue promis. La maison représentait un nouveau départ, des limites saines, la paix. Les amis arrivèrent tout au long de l'après-midi. Sarah avec son nouveau compagnon, Tyler et Emma désormais fiancés, Mike et sa petite famille grandissante. Le rassemblement avait une beauté toute simple, merveilleusement ordinaire. Les parents de Mélissa appelaient de temps en temps pour donner des nouvelles. Elle avait terminé le programme initial et était passée à des soins ambulatoires. Elle suivait correctement son traitement. Il l'avait aidée à déménager dans un autre état pour un véritable nouveau départ. La distance était permanente, nécessaire à la guérison de tous. Le ventre d'Amélia était désormais bien visible alors qu'elle passait de groupe en groupe. La grossesse s'était déroulée sans complications malgré le stress du début. Nous avions choisi de ne pas connaître le sexe du bébé, voulant que certaines surprises soient positives. La chambre était prête, peinte dans des tons neutres et apaisants. Sarah leva un toast improvisé alors que le soleil se couchait. Elle parla de résilience, du choix de l'amour plutôt que de la peur, de la famille que nous avions construite à travers l'épreuve. Tyler était au barbecue pendant qu'Emma aidait Amélia à préparer les accompagnements. Les enfants de Mike jouaient dans le jardin, la vie normale dans toute sa belle simplicité. Les parents de Mélissa se joignirent brièvement à l'appel vidéo. Ils voulaient partager sa sortie du programme de traitement. Elle apparut quelques instants à l'écran, plus calme, correctement suivie, s'excusant d'une manière qui semblait sincère. La femme qu'elle aurait pu être si sa santé mentale avait été prise en charge plus tôt. L'appel se termina sur des vœux mutuels de guérison continue. Pas de promesse de réconciliation, pas de pardon forcé, juste une reconnaissance des progrès et le maintien des limites. Ses parents avaient compris. Ils avaient tiré des leçons dures sur la différence entre aider et permettre. Lorsque la nuit tomba, nos invités restèrent encore un moment. La conversation s'était depuis longtemps éloignée de Mélissa et des traumatismes. On parlait désormais de baby shower, de fêtes de fin d'année, d'événements normaux de la vie. Le chapitre s'était refermé naturellement, sans fin dramatique ni résolution parfaite. Je me tenais aux côtés d'Amélia alors que nos amis prenaient congé. Nos mains posées sur son ventre, sentant quelques petits coups. Le chemin parcouru depuis cette confrontation au Starbucks jusqu'à cet instant semblait à la fois incroyablement long et étrangement court. Nous avions survécu à quelque chose conçu pour nous détruire. Les caméras de sécurité étaient toujours là, mais rarement consultées. Les dossiers de preuves étaient archivés, mais plus ouverts. L'hypervigilance s'était estompée en une prudence raisonnable. La vie avait trouvé un nouveau rythme, non dicté par la peur ou une surveillance constante. Notre famille choisie était sortie renforcée de cette épreuve par le feu, non liée par le sang, mais par l'expérience partagée d'avoir tenu bon face à la destruction planifiée de quelqu'un. Les liens forgés dans la crise s'étaient transformés en de véritables amitiés, fondées sur la compréhension et le soutien mutuel. La tentative de Mélissa de nous détruire avait totalement échoué. Au lieu de l'isolement, nous avions trouvé une communauté. Au lieu de la peur, nous avions choisi l'amour. Au lieu du silence, nous avions dit la vérité. L'effet multiplicateur du soutien, quand de bonnes personnes refusent de rester les bras croisés, s'était révélé plus puissant que la haine obsessionnelle d'une seule. L'avenir s'étendait devant nous, incertain mais non plus menaçant. Un enfant allait bientôt rejoindre notre monde soigneusement reconstruit, fait de familles choisies et de paix chèrement acquises. Les fondations étaient solides, bâties sur la vérité, et protégées par ceux qui avaient refusé de laisser la manipulation triompher.